vous, pourquoi on ne dit pas que Serge va passer par là ou Madame Awa va passer par là? Donc si on désigne quelque part là-bas, c'est tellement qu'il a un dossier. Et dans un pays de droit, un pays qui se veut un pays respectable, où les ressources sont rares, où on nous aide, d'autres pays nous aident à faire cela, il faudrait que tous ceux qui ont un dossier, qu'ils aillent s'appliquer un peu. Je crois que c'est normal. Il faut qu'ils aillent s'appliquer. On ne peut pas continuer à gérer le pays, n'est-ce pas, dans le désordre, dans l'anarchie, à Javon ou autre. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, lorsque quelqu'un a un dossier aujourd'hui, il n'a qu'à savoir que. Honorable Zissou, votre mot de la fin, Honorable Zissou. Je voudrais remercier donc, tout le monde. Je voudrais, comme je le dis souvent, dire que le Bénin a une chance unique depuis 2016. Avec 2016, où nous avons donc le pouvoir de la rupture est en place, c'est une chance pour nous pour effectivement booster le développement de notre pays. Parce que, il faut assainir ce pays au plan financier. Je crois que le gouvernement Talon s'applique à le faire. 2, il faut mettre les Béninois au travail. Je pense que le gouvernement Talon est en train de le faire. 3, il faut faire prendre conscience à tous, de façon à ce que le développement, n'est-ce pas, du pays puisse effectivement aller un peu plus vite. Donc, je crois que c'est mon mot de fin. Je salue ça, je supporte ça. Et puis, voilà. Honorable Edmond Zissou, député PRD, Bloc dynamique unitaire, majorité présidentielle. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci, monsieur. À très bientôt. Merci, honorable. Et vous passez un excellent jeudi. Merci beaucoup. Allez, il est déjà 7h01, passé de quelques minutes déjà. C'est l'heure du bulletin. Un bulletin que va nous présenter une fois de plus Christelle Tongodo, qu'on installe tout de suite. 7h passées de quelques minutes, c'est l'heure du bulletin d'information, une présentation de Christelle Tongodo. Vous l'avez dit, Awa Chérif, bonjour à tous, bienvenue à ce bulletin d'information. Les travaux de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, on a débattu des objectifs de développement durable à atteindre en 2030. Bonne nouvelle pour le Bénin, les réformes impulsées par le gouvernement du président Patrice Talon donnent de précieuses garanties. Les institutions de Bretton Woods rassurent les 49 États sélectionnés pour ce qui est de la mobilisation des ressources financières. Éducation, santé, routes, électricité, eau et assainissement, ce sont là les secteurs ciblés auxquels ces financements sont destinés. Renaud Akapou. Tous les regards sont tournés vers le siège des Nations Unies à l'occasion de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient en ce moment à New York. Signe d'illustration de ce rendez-vous planétaire, les drapeaux de la quasi-totalité des pays du monde flottent au vent au bord de l'East River dans l'arrondissement du Manhattan, avec en écho le ballet incessant des délégations officielles, le tout régulé par un impressionnant dispositif de sécurité. Le Bénin n'est pas resté en marge de ce conclave mondial. Avant l'ouverture du débat général, le président Patrice Talon a rejoint ses pairs pour un forum de haut niveau sur le financement des objectifs du développement durable. Les discussions lancées sous la houlette du secrétaire général des Nations Unies sont consacrées aux voies et moyens pour relever les grands défis liés à l'atteinte des ODD. Les enjeux liés à ce vaste chantier ont été évoqués à l'entame de la réunion par le plus haut fonctionnaire du système onusien. Excellence, nos efforts aujourd'hui vont au-delà de la simple mobilisation des ressources. En fait, il s'agit de veiller à ce que l'ambitieux programme 2030 donne des résultats pour les populations et la planète. Ce n'est pas la tâche aisée. Les besoins en matière de financement du programme 2030 sont immenses. Mondialement, des investissements de 5 à 7 billions de dollars sont nécessaires chaque année pour mettre en œuvre les ODD. Et nous avons progressé relativement à la mobilisation des ressources, mais il faut faire davantage, bien davantage. Plusieurs stratégies ont été développées par l'ONU pour accélérer la mobilisation des financements au profit des pays en développement. 500 à 700 milliards de dollars américains, c'est la somme à mobiliser chaque année pour soutenir les pays qui se révèlent par la qualité de leur gouvernance.
Le 5 juillet 2018, l'agence de notation internationale Standard & Poor's a attribué la note B+ à la République du Bénin associée à une perspective stable. C'est un bon signe qui place le Bénin en peloton de tête. Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs salué les bons qualitatifs qui s'observent dans certains pays. Nous devons continuer d'appuyer les pays en développement, créant des conditions favorables à la mobilisation des ressources internes, y compris par le biais de la réforme fiscale et autres mesures de bonne gouvernance. En même temps, je demande à la communauté internationale de prendre des mesures bien plus efficaces pour contrer les flux illicites de capitaux, le blanchiment de l'argent, l'évasion fiscale qui continue d'utiliser des ressources dont on a tant besoin dans le monde en développement. Pour aider dans ces efforts, je lance aujourd'hui une nouvelle stratégie pour appuyer le programme 2030. Il est basé sur le programme d'action d'Addis Abeba et offre une vision visant à accélérer les progrès dans la direction du financement des ODD. En investissant dans les ODD, nous investissons dans l'avenir, dans un monde où nous recherchons la paix, la stabilité, la prospérité, un monde où personne n'est laissé pour compte. Présence remarquée à ce forum de haut niveau de Mme Christine Lagarde. La directrice générale du Fonds monétaire international a affirmé l'engagement plein et entier de l'institution placée sous sa direction pour financer le programme 2030. Tout d'abord, je voudrais, cher Antonio, le réitérer. Lorsque vous serez dans le besoin, le FMI sera toujours prêt à vous aider pour les ODD, car notre mission est la stabilité financière et la prospérité économique. Donc, nous avons les mêmes cibles, absolument. Nous avons procédé à des analyses pour voir ce qu'il faudrait pour ces pays, pour atteindre les ODD d'ici 2030. Bien sûr, nous ne sommes pas compétents dans tous les domaines, donc nous avons choisi 5 sujets précis qui, à notre avis, sont essentiels pour une croissance durable et inclusive pour lesquels nous avons certaines compétences. Et nous avons emprunté à la Banque mondiale, de l'autre côté de l'avenue, qui a également certaines compétences à cet égard. Tout d'abord, éducation, ensuite santé, troisièmement, eau et assainissement, quatrièmement, routes, cinquièmement, électricité. Nous parlons de 49 pays en développement à bas revenus et les besoins en dépenses supplémentaires seraient de 520 milliards par année. Les efforts accomplis par le Bénin pour l'atteinte des objectifs de développement durable, salués ici au siège de l'ONU, le Bénin et le Rwanda font partie des 5 pays tests retenus par l'Organisation des Nations Unies pour bénéficier d'un financement spécial. L'actualité, c'est également la joie qu'apporte la Fondation Claudine Talon aux acteurs de l'école primaire publique Agbalin-Djerwe. Elle a inauguré 2 modules complets de salles de classe et clôturé la dite école. Pour les écoliers et leurs parents, c'est du bonheur. Petroni Lokoso, Jérôme Moubo. 2 modules de 3 classes équipés avec direction et magasin, des toilettes modernes, un point d'eau, le tout clôturé. L'initiative de la Fondation Claudine Talon révèle son ambition d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises. Ce village retiendra votre nom comme celui de sa marraine et de sa bienfaitrice. Recevez ici l'expression de notre gratitude, appuyée de notre ferme engagement à faire de ce joyau un précieux patrimoine à entretenir et à léguer aux générations futures. L'éducation est le facteur fondamental pouvant permettre aux nations et aux diverses couches sociales de sortir de la précarité pour amorcer le processus de développement. Une société épanouie est celle-là qui a reçu une bonne éducation et c'est à cela que travaille la Fondation. L'œuvre fait la joie des bénéficiaires qui promettent en faire un bon usage. Nous souhaitons vivement que vous fassiez un bon usage de ces ouvrages afin qu'ils puissent réellement contribuer aux objectifs visés par la Fondation, mais également par les autorités locales et responsables à divers niveaux. Au nom de tous mes camarades et en mon nom personnel, je vous dis merci. Nous pouvons désormais conjuguer au passé nos nombreuses souffrances dues à l'éloignement de notre école. Je voudrais vous prier de bien vouloir
accepté d'être la marraine de l'école primaire publique Serwin Dagman Jerry jusqu'à la première promotion au CEP. Dans donc de pareilles circonstances, je puis vous assurer que le soutien du conseil communal, de manière à ce que bon usage soit fait de ce joyau, ne ferait guère défaut. Une école construite et clôturée, cela ne court pas les rues. La Fondation Claudine Talon vient de donner une autre dimension aux actions du genre en faveur de l'éducation nationale. Et parlant d'école toujours, le ministre de la Défense récompense au nom du chef de l'État les meilleurs élèves du lycée militaire de jeune fille générale Mathieu Kérékou. Alain Fortuné Noati est allé lui-même remettre à Nati Tengou les prix d'excellence aux meilleurs admis aux différents examens de fin d'année. Nestor Sela. Alain Fortuné Noati, émissaire du président de la République, vient pour une troisième fois dans cette école d'élite pour encourager l'excellence. D'abord, une séance avec le corps d'encadrement, le personnel enseignant et les prestataires. À l'occasion, les préoccupations de l'heure sont exposées. Aujourd'hui, les enfants se cotisent pour acheter les médicaments parce que la pharmacie n'est pas approvisionnée. Au niveau des matières scientifiques, je vous assure, tout ça ne va pas du tout. Ici, le corps enseignant réclame 5 millions de primes impayées et manque d'un fonds de fonctionnement pour l'administration du lycée. Le ministre de la Défense nationale rassure et annonce les bonnes nouvelles. Les instructions ont été données le vendredi, la réunion du vendredi, pour que le DSIA immédiatement débloque au moins sur les arrêts de primes. Je donne la certitude. Sur le débloquement d'un budget qui peut vous aider, je donne la certitude. Sur le fonds de soutien de santé, on fera quelque chose. Sur les fournitures, on fera. L'excellence dans cette école est une priorité pour le président de la République. Et pour atteindre cet idéal, certains préalables s'imposent. La première chose, c'est d'améliorer la qualité du corps enseignant. Deuxièmement, améliorer les conditions d'existence de l'école. Troisièmement, reconstruire les salles de cours et les mettre pratiquement au gabarit actuel. Que les projets soient à disposition. Donc la cité des enseignants doit être une réalité. Nous devons avoir tout ce qui accompagne une médiathèque, une bibliothèque, l'ensemble des laboratoires qu'il faut, une cour assainie avec des espaces verts. Après cette séance, le ministre au nom du gouvernement encourage l'excellence. Les meilleurs élèves aux examens de fin d'année reçoivent les fruits du travail bien fait. Je suis en mission pour le chef de l'État qui a demandé de faire la promotion de l'excellence. Je pense que la promotion de l'excellence commence par les plus jeunes. Donc, vous, enfants de troupe. Eunice Ossé, admise au bac, reçoit quant à elle la promesse du ministre Alain Fortuné Noati. Ce prix était une promesse qu'il a faite lors d'une tournée dans cette école. Je promets au ministre d'être plus meilleur, de bien m'en servir des outils de travail qu'il m'a donnés. Un tour dans les salles et toilettes actuellement abandonnées et ce défilé sont les autres temps forts du séjour du ministre de la Défense nationale dans ce lycée d'excellence. Démarrage du tournoi Pascal Essou ce week-end à Diakotomé. 19 équipes logées dans 4 poules participent à cette compétition. Elles viennent toutes de la 11e circonscription électorale qui regroupe les communes d'Aplaroué, Diakotomé et de Klekame. Le match d'ouverture a opposé Aplaroué FC à la Girafe FC de Klekame. Belmondo Atikbo, Calvadois. 3-1, 3 pour Girafe FC de Klekame et 1 pour Aplaroué FC. C'est le score final du match d'ouverture du tournoi Pascal Essou.
député à l'Assemblée nationale. Dans un match âprement disputé, l'équipe de Clocamé a réussi à transformer en but ses meilleures occasions. En face, l'équipe d'Aplakoui a pêché dans la finition en inscrivant un seul but. De gagner ce match par la grâce de Dieu, parce que l'équipe qu'on a racontée, c'est pas petite équipe là. Malgré Dame Pluie qui s'est invité à la fête, les deux équipes ont sorti le grand jeu pour émerveiller les spectateurs. Ceux qui n'ont jamais joué sur un terrain synthétique, je pense que c'est ça qui les dérange un peu. Et encore la pluie qui a empêché un peu les joueurs. Dans tous les départements maintenant, je pense qu'il y a un terrain synthétique. Donc je pense que petit à petit, ils vont essayer d'arriver à comprendre comment on joue sur un terrain synthétique. Avant, ce n'était pas comme ça pour nous. Nous, c'était la terre rouge. C'est une initiative de l'honorable pour encourager la jeunesse dans ses efforts d'accompagner le président Talon dans le développement du sport roi, le football au Bénin. Vous le savez bien que notre commune, la commune de Diakotomé, a bénéficié d'un stade. Il faudrait qu'on ait les ressources pour animer et exploiter ce stade. Donc l'initiative de l'honorable vise entre autres à fournir une équipe digne de ce nom dans la commune de Diakotomé. Le vainqueur du tournoi Pascal Essou empochera 1 200 000 francs au soir du 10 janvier 2019, date de la finale. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était donc à l'instant le bulletin d'information, une présentation de Christelle Tongodo. Place maintenant à la revue des titres. On va donc démarrer la revue des titres, Serge. On démarre avec le quotidien du service public, La Nation. Oui, La Nation qui parle aujourd'hui de mesures pour l'orthodoxie financière. Avec ce titre, la thérapie Wadaï fait effet, selon le journal La Nation. Formation sanitaire illégale à Abomey-Calavi. Des poursuites contre les promoteurs, nous dit aujourd'hui le journal. Temps de contrôle sur les corridors dans l'UMOA, de bonnes pratiques notées sur l'axe Cotonou-Niamey, rapporte aujourd'hui le quotidien de service public La Nation. On poursuit cette revue des titres avec le matinal qui titre en manchette « En marge du sommet des Nations Unies, le FMI et l'ONU à l'écoute de
Talon. Un autre titre à retrouver à la une de ce journal, Dynamique unitaire, les barons en cohésion. On passe maintenant à l'économiste. L'économiste qui nous parle d'investissement, surtout d'investissement en Afrique. Il a rué vers l'Afrique avec les photos à la une de ce journal du président chinois, de Theresa May, qu'on peut voir, de Donald Trump, Angela Merkel et de Macron, affiché aujourd'hui à la une du journal. Et pour contrebande de produits pétroliers, 19 Béninois seraient sous les verrous au Nigeria, rapporte aujourd'hui l'économiste. L'économiste qui nous parle aussi de la campagne céréalière 2017-2018. La production du Bénin a atteint près de 1,9 million de tonnes. Voilà ce qu'on peut retrouver à la une du quotidien L'économiste. Voilà. On poursuit cette revue des titres avec un dernier journal, Matin Libre. Matin Libre qui titre en manchette « Actualité nationale ». Tir groupé de l'opposition, la rupture sans argument, une interrogation selon le journal. Et puis, assainissement dans l'enseignement supérieur privé, les fondés fonctionnaires en difficulté. Un article à retrouver dans les colonnes du journal. Et voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. On sera plus complet sur l'actualité des quotidiens à travers la revue de presse que va nous présenter dans la 3e heure, bien sûr, Ulvaeus Balogun. Allez, merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est bien sûr 5 sur 7 matin. C'est notre matinale, vous le savez. Et puis, on vous rappelle qu'aujourd'hui, on reste dans l'actualité politique internationale avec cette question qu'on a pour vous. Comme le président Joseph Désiré Kabila, pensez-vous que l'ONU s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres? Laissez-nous vos messages, vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou sur WhatsApp en utilisant le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre, mais demain, ça va être une journée particulière pour le monde. C'est la journée mondiale contre la rage. Aujourd'hui, on vous emmène un docteur vétérinaire avec qui nous allons faire le tour de la question de cette zoonose, bien sûr, mortelle. On installe tout de suite docteur Corneille Nianvi. Notre invité est déjà installé, docteur Corneille Nianvi. Vous êtes vétérinaire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Comment vous portez-vous ce matin? Très bien. Alors donc demain, on le disait, c'est la journée mondiale contre la rage, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que cette maladie finalement? On avait pensé que ça avait disparu. Non, la rage n'a pas encore disparu du monde entier et au Bénin aussi. Et la rage, c'est une maladie très grave qui est transmise de l'animal à l'homme. Et quand l'homme est atteint, la mortalité est fatale. C'est 100% de mortalité. Il n'y a pas de remède quand la maladie se déclenche chez l'homme. Alors, dites-nous, quels sont les symptômes de la rage? La rage étant une zoonose majeure, comme on le dit, elle se développe sous deux formes. La forme furieuse et la forme atypique, qui est la forme paralytique. Et la forme furieuse, elle se manifeste par c'est une encéphalomyélite d'abord. Et quand le virus atteint le système nerveux étant atteint, la victime est furieuse, agitée et n'arrive plus à trouver sa coordination normale et peut développer des symptômes jusqu'à aller à aboyer comme un chien enragé, typiquement comme un chien enragé. Par contre, la forme paralytique est une forme qui met la victime dans un état calme. Il n'est pas agressif, mais il a des symptômes comme, disons, la tendance à ne pas déglutiner ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, et il a peur de l'eau.
et c'est la forme paralytique et ça, il s'ensuit la mort. Quoi qu'en soit, un individu atteint de la rage, il doit mourir. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas un moyen pour le sauver? Oui, il a un moyen pour sauver, mais c'est juste dès qu'il est mordu par un chien, c'est-à-dire un traitement post-exposition, ça doit se passer démarrer dans les 24 heures qui suivent la morsure. Donc là, il faut qu'ils prennent des immunoglobulines et du vaccin contre la maladie. Le cas humain, bien sûr. Et là, c'est une série de traitements qui suivent un certain nombre de schémas. D'accord. Lorsqu'on évoque la rage, on pense souvent à ces animaux qui le transmettent et puis on se focalise beaucoup plus sur le chien. Voilà. La rage est une zoonose transmise par les chiens, les chats et sous d'autres cieux par les furets. Toutefois, dans notre contrée ici, c'est beaucoup plus les chiens et les chats. Et pour éviter cette maladie chez le chien, l'essentiel c'est de pouvoir vacciner le chien pour éviter que ce chien soit enragé pour transmettre suite à une morsure à un individu. Et est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une éducation à la prévention, une éducation à la prise de conscience des populations pour ne pas tomber sous le coup de cette maladie? Voilà, c'est l'ordre de notre journée. La journée est composée de plusieurs actions. Les actions de sensibilisation à travers les ondes, telles que nous le faisons aujourd'hui. La sensibilisation à travers les écoles, surtout que c'est les enfants qui sont les êtres les plus exposés. Ouais. Et dans ce cadre, demain, il est prévu une sensibilisation dans une école, l'école EPP de Djako, où les enfants seront entretenus sur la rage, ses méfaits, les dispositions à prendre en cas de griffure, tout ça là. Il faut informer les parents pour que chacun sache à quoi s'en tenir le plus vite que possible. Mais est-ce que ça va être seulement au niveau des élèves qu'il faut sensibiliser? Non. Parce que les populations aussi ont besoin de sensibilisation, surtout ceux qui ont des chiens chez eux, il faut quand même les sensibiliser par rapport à cette maladie. Et je pense que c'est à cela qu'on s'attelle, c'est toute la population qui est concernée. Certes, les enfants sont les plus vulnérables, parce que c'est eux qui s'amusent beaucoup plus avec les chiens, etc. Mais c'est toute la population qui est interpellée dans la lutte contre la rage. C'est dans ce cadre que les Nations Unies ont institué cette journée du 28 septembre comme journée mondiale de lutte contre la rage afin de mobiliser toutes les forces indispensables pour pouvoir mieux connaître la maladie et mettre les bouchées doubles pour l'éradication à l'horizon 2030. Ça, c'est les objectifs de l'ODD qui ont programmé ça comme ça. D'accord. Vous parliez des chiens. Est-ce qu'il y aura des séances de vaccination également des chiens? Comment est-ce que ça va se passer? Bon, la journée de demain sera organisée de la façon suivante. Il y aura la vaccination de masse des chiens. D'accord. À Cotonou, ici, plus précisément, à la direction de l'élevage à Akpakpa, à côté de la Roche, à l'intérieur de la direction de l'élevage, et à Révier, juste à côté du bureau d'arrondissement de Révier. Il a un terrain de football qui est là. Donc, c'est les deux sites qui sont retenus pour la vaccination de masse demain. Et il a aussi à Boycon, le laboratoire vétérinaire de Boycon, qui va abriter aussi une vaccination de masse. Et le laboratoire vétérinaire de Parakou sera aussi impliqué dans l'activité pour la journée de demain. Et après demain, les autres villes n'ont pas besoin de la vaccination de demain, de masse, c'est prévu, c'est une vaccination gratuite, mais contre 500 francs pour les frais du carnet. Juste parce que quand on vaccine, on délivre un carnet. Mais quelqu'un qui a déjà son chien, qui a un carnet, lui, il est épargné de payer les 500 francs là. Maintenant, par rapport à la situation nationale pour vacciner, je pense que d'ici à là, après la journée, ce n'est que juste pour donner le top. Donc, il sera organisé dans plusieurs villes, surtout les zones à haut risque, les hotspots,
qui sont des zones où on a enregistré des mortalités les 3 dernières années de rage, qui seront beaucoup plus des zones sur lesquelles il y aura des actions de vaccination de masse. Et quelles sont souvent ces zones qui sont concernées plus? Voilà, et c'est une occasion pour sensibiliser tout le monde. De 2015 à 2017, nous avons, sur les 12 départements, la rage a frappé, je dis bien la rage a frappé décès humains dans 9 départements. Ça veut dire que le virus circule à bas bruit. C'est 9 départements. Et notez que c'est une maladie sous-notifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations là-dessus, les cas dans les départements. Donc sur 9 sur 12, vous voyez, c'est déjà le pays qui est emblavé. Et si c'est bien notifié, on peut se targuer de dire que c'est 12 sur 12. Est-ce que vous voyez? Donc les villes qui sont les plus enclins à cette situation, par rapport aux données statistiques qu'on a eues, il y a Lalo, il y a Kulekame, il y a Kweyogbe, il y a Ifeanyi, il y a Niki, il y a Abomey, il y a Calavi. Calavi, c'est beaucoup plus tous les patients décédés, beaucoup plus viennent de la zone en urbanisation, c'est-à-dire Révier et autres là. Ouais. Donc le virus circule à bas bruit dans ces milieux. Pour ne citer que ceux-là. C'est-à-dire toutes les villes pratiquement ont le cas. Tout dernièrement, j'ai le dossier ici, tout dernièrement, le 11 septembre, il y a eu un petit qui est décédé à Tokota. Ça, c'est à Porto-Novo, c'est ça? À Porto-Novo. Ouais. D'accord. Il est décédé de la rage après une morsure de chien, le 11 septembre dernier. Un petit de 7 ans. De toutes les façons, comme le rapportent les estimations de l'OMS, on dit que la rage est responsable d'un décès toutes les 10 minutes dans le monde et représente un grave problème de santé publique pour le continent africain. Et donc le Bénin n'est pas épargné. Est-ce que c'est seulement à travers la morsure qu'on contracte la maladie? Ou bien peut-être à force de manger la viande de chien, on peut contracter? Bon, au fond, la rage, c'est une maladie qui est transmise à travers la salive. Le virus est émis à travers la salive. Et quand on parle de salive, si quelqu'un est léché, c'est-à-dire quelqu'un qui a une plaie, qui a des squamations ou soit des lésions, si un chien qui a déjà le virus dans la salive le lèche ou le griffe, parce que le chien a le virus dans ses griffes, parce que lui-même il lappe ses orteils, il peut le transmettre la maladie. Donc, ce n'est pas la morsure directe, mais la griffure, lécher, l'animal lèche la peau, etc. Il peut faire transmettre la maladie facilement à la personne mise en cause. Mais en consommant la viande de l'animal, ça ne constitue pas un problème majeur? Ça ne constitue pas un problème majeur, mais pour l'opérateur qui dépièce la viande, qui manipule la viande d'un chien enragé, surtout la boîte buccale, il est exposé. C'est là où il a le sang, il a la salive, il a le couteau. L'exposition est fatale. D'accord. Docteur Yanvi, un mot avant de boucler cet entretien par rapport à la journée de demain. Bon, pour boucler cette émission, ou soit cet entretien, je pense que je vais lancer un appel à la population. D'accord. Et le message de cette édition de l'année 2018, c'est rage. Message de sensibilisation de la rage, c'est transmettez le message, sauver une vie. Voilà le message de l'année et j'invite tous les propriétaires de chiens et de chats à aller sur les lieux indiqués, à savoir l'intérieur de la direction de l'élevage à Kwakpa, le stade René Pleven, la direction de le laboratoire vétérinaire de Parakou et de Boïkon pour faire vacciner leurs animaux contre la maladie qui est une maladie très grave et fatale pour notre nation. Merci beaucoup, docteur Corneille Yanvi, d'être venu sur le plateau avec vous. Nous avons évoqué la journée mondiale contre la rage. C'est demain. Et donc, le message, vous le dites, diffusez le message, sauvez une vie. Merci. Passez un excellent jeudi. Ok, merci à vous. Ouais.
Allez, maintenant nous allons installer nos confrères pour le forum de discussion. On vous l'a dit, on parle essentiellement aujourd'hui d'actualité politique internationale. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Débarrasser de moi? Ici, c'est le boulot. Si tu as besoin de me voir, tu prends désormais rendez-vous auprès de ma secrétaire. Ta secrétaire? Si s'amuse à nier la paternité de l'enfant, je lui en voudrais pas. Mais de toute façon, je le garde mon ventre. Bonne journée. Deuxième bureau. Non. Chris, non. Tous les lundis et mardis à 19h20. Non. Non! Ce qui m'embête chez toi, c'est que chaque fois qu'on passe à l'acte, tu trouves toujours des astuces pour m'estorquer de l'argent. Je connais ce genre de filles. C'est des chercheuses d'histoire. Tant que les autres sont heureux, elles font tout possible pour les casser. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, ce sont les enseignants qui sont accusés. Depuis 1990, les enseignants sont tous des patriotes. De jour comme de nuit, ils travaillent pour nous délivrer des affres de la maladie. L'exercice de droit de grève dans le secteur de la santé contraste avec le serment d'Hippocrate. Si l'infirmier ne se sent pas bien, est-ce qu'il peut bien soigner? Monsieur, où sont les brancadiers? Je suis venu avec une malade. J'en suis un, mais je ne travaille pas. Tout ce beau monde est désormais interdit de grève. Palabre citoyenne, c'est votre magazine où sur des questions d'actualité, le peuple fait son show, son cinéma. La voix de la radio qui vous parle sans que vous ne lui posiez jamais de questions vient d'annoncer la fin des grèves. C'est moi, je suis ewe gbaviru peno gonu bene to oton soro tenumi walo dagbe e mi do na zan bo bene to mi tra inu ko gandie jo amo mi ton e yesun fan bo doji gandi la ipon e fi la meno dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khade le gesi do to bi to me fie. C'est bien sûr l'heure du forum de discussion. Nos débatteurs sont déjà installés et vous, chers téléspectateurs, vous pouvez également intervenir, vous pouvez interagir avec nous à travers l'énoncé de la question du jour. Comme le président Joseph Désiré Kabila, pensez-vous que l'ONU s'ingère trop dans la politique intérieure des États membres? Et au cœur du débat, souveraineté des États et interventions internationales, l'ONU va-t-elle trop loin? Et pour débattre de ce sujet, nous avons sur le plateau Léonce Gamaï. Bonjour.
Comment vous portez-vous ce matin? Bien, chez vous. Ça va bien. Et bonjour Léon, c'est banoto.info. Ouais. Bienvenue. Et à vos côtés, nous avons Gédéon Vegba. Gédéon, bonjour. Bonjour Chérif, bonjour Serge et bonjour à tous les Béninois. Je précise Gédéon de la Radio Nationale. C'est bien cela. De l'autre côté, nous avons Armel de Soukago, bonjour. Bonjour Serge. Notre confrère de BB24, bonjour, bienvenue. Merci. À vos côtés, Eloge Gandaro, bonjour Eloge. Bonjour Awa, bonjour Serge et bonjour à tous. Bonjour Eloge. Alors, vous le savez déjà, hein, la 63e session de l'Assemblée générale des Nations unies se tient actuellement. Et puis les chefs d'État y défilent. Le président congolais, il s'est adressé, il était à la tribune mardi dernier. On le rappelle, il a eu des mots très durs. Joseph Kabila a dénoncé l'ingérence des Nations unies et en même temps de certains États dans les affaires intérieures des pays. Et il demande notamment le départ même de la MONUSCO. Alors la question, c'est de savoir quels sont vos sentiments après avoir écouté le président congolais qui veut prendre la main, Armel. Le premier sentiment, c'est de dire que lorsqu'on entend dire que Kabila a eu des mots durs, et je sais que Gédéon va être d'accord avec moi, vous avez l'impression qu'on a tendance à dire que les Congolais récidivisent après 44 ans. Parce que lorsque vous suivez les discours de Mobutu en 1974, c'est un discours, à côté du discours de Kabila, le discours de Kabila est plutôt fade. Et il y a quand même des similitudes entre les deux discours. Les similitudes, c'est qu'il y a une bonne dose d'hypocrisie et de démagogie. Mais il y a une différence. La différence est dans le ton. Mobutu était beaucoup plus suffisant, beaucoup plus arrogant. Et Kabila, il est bien mesuré. Pour parler, le fond du discours, c'est que vous constatez qu'il a parlé de trois choses. Essentiellement, vous retenez trois choses. Vous retenez l'élection au niveau du Congo démocratique. Il a rassuré que ce sera des élections crédibles. Il parle d'ingérence et il parle du départ des forces de l'ONU. Sur les trois questions, je crois qu'il a fait preuve d'hypocrisie et il a fait preuve de suffisance qui est sans âge. Je pense qu'il n'est pas sérieux lorsqu'il parle par exemple d'élections, parce qu'on ne va pas oublier de sitôt que son mandat est terminé depuis 2016 et que ce n'est qu'en décembre 2018 qu'on va organiser les élections. Et il ne peut pas nous dire qu'il n'en était pour rien. Et tout le monde sait que c'est parce qu'à un certain moment, pour caricaturer ses partenaires d'hier, et qui le trouvent aujourd'hui un peu trop récalcitrant, ont fini par lâcher un gros chien dans son jardin. Et c'est ça qui l'a fait décider. Je veux parler de la libération de Jean-Pierre Bemba, puisque la libération de Jean-Pierre Bemba est intervenue le 8 juin. Et je crois qu'il a finalement désigné un candidat pour le remplacer le 8 août, qui a suivi 2 mois juste après, et dans la personne d'Emmanuel Chadani Ramazani. Et donc, vous constatez que c'est parce qu'il a commencé par avoir peur de la réaction de ses partenaires d'hier qu'il a fini par lâcher du reste. Et donc, quand il parle aujourd'hui d'élection, tout comme si de rien n'était, tout comme s'il n'avait pas fait 2 ans supplémentaires, c'est un peu gênant. Et lorsqu'il parle d'ingérence, on ne va pas oublier aussi de sitôt comment est-ce que lui et son père, ils ont pris le pouvoir en 1997. Il ne faut pas oublier que lorsque son père a pris le pouvoir en 1997, c'était avec l'aide de l'armée rwandaise et ougandaise. Et celui qui est aujourd'hui le ministre de la Défense au Rwanda, James Rabarebe, a été le chef d'état-major de son père. Et il avait amené beaucoup de Tutsis qu'on appelait les Baya-Mulenge, parce que les Baya-Mulenge, c'est des Tutsis congolais, soi-disant, puisque l'autre aussi, qui se réclamait Baya-Mulenge à l'époque, Rabarebe, a fini par dénoncer les Baya-Mulenge pour dire que c'est des Tutsis opportunistes. En réalité, c'est des Rwandais qui sont venus s'installer au Congo pour camoufler l'ingérence rwandaise. On parle de Baya-Mulenge. Et donc, il ne peut pas oublier qu'hier, avec l'aide de la communauté internationale, parce qu'ils ont été supportés par le Rwanda et l'Ouganda, qui se comportaient exactement comme des protectorats américains dans la région du Grand Lac à l'époque. Et donc, ils ont été, lui et son père, ils ont pris le pouvoir à l'époque grâce à l'ingérence dont il parlait, parce que Mobutu était devenu gênant. Et vous savez, Mobutu n'a jamais soutenu Joseph. Toutefois, hein, la MONUSCO est installée, ça fait une bonne vingtaine d'années que la MONUSCO est installée. Je vais rapidement finir avec ça. Ouais, la MONUSCO, aujourd'hui, je suis presque convaincu que Kabila n'est pas capable d'assurer la sécurité de ce grand territoire aujourd'hui sans l'ONU, même si l'ONU ne fait pas le travail comme cela se doit. Est-ce que ce n'est pas peut-être la façon dont l'ONU agit par rapport à chaque situation de tension qu'aujourd'hui Kabila est amené à tenir ce genre de propos?
Je vais répondre aussi, tout en répondant à la question sur les éléments évoqués par Mel. Je partage certains points de son analyse, le fait de ressortir de ces différentes lignes de discours en montrant quand même la responsabilité de Kabila dans ce qu'il dénonce lui-même, le fait de dénoncer questions électorales, ingérence et autres. À un moment donné, il a profité de cette situation-là. Il se fait que les intérêts ont commencé par être divergents depuis un certain nombre d'années, et donc les langages n'étant plus les mêmes, bon, il a décidé de gagner. Mais je pense que fondamentalement, il faudra reconnaître que le processus électoral et même la présence des Nations Unies, est-ce que les Nations Unies jouent leur rôle tel qu'elles devraient le jouer en Congo démocratique? Ça, c'est la première question. Et n'oubliez pas, nous sommes dans l'univers du Conseil des Nations. Ça veut dire que nous sommes dans un univers de relations internationales où c'est quelque part aussi les intérêts qui guident. Quand on dit Nations Unies, c'est vrai qu'on voit une entité, mais derrière les Nations Unies, il y a des États, il y a des gros contributeurs. Et dans ces situations, c'est des gens qui veillent aussi à préserver leurs intérêts. Quand on dit Nations Unies, il faut penser qu'il y a un Conseil de sécurité qui adopte les résolutions qui sont mises en œuvre. Le Conseil de sécurité, c'est des États, c'est des puissances qui ont aussi leurs intérêts et qui doivent tenir compte de cela. Donc, c'est pourquoi, c'est vrai, Kabila a une part de responsabilité dans ce qui arrive. Dans l'imbroglio dans son pays. Dans son pays. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas prêter une oreille attentive à ce qu'il dit? Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas prêter voir le fond de ce qui est passé? Ce n'est pas le premier chef d'État. C'est vrai que d'autres n'ont pas eu l'occasion de le dire devant la tribune des Nations Unies, mais on a quand même vu un peu comment est-ce que l'ONU a géré certaines crises dans d'autres pays. On va revenir sur cette restriction que vous faites là tout à l'heure. On prend d'abord les avis des autres. Allons-y, Gédéon. Non, je pense que ce discours de Joseph Kabila ne surprend guère, puisque la communauté internationale l'a contraint pratiquement à quitter le pouvoir. Donc, c'est contre son gré qu'il s'en va. Donc, ceci dit... Et disons que c'est sa dernière participation aussi. Exactement. Il fallait faire parler de lui. Une tribune pour régler ses comptes, si on peut le dire comme ça. Amel l'a évoqué. Moi, j'ai été fouillé dans mes archives, j'ai retrouvé le discours de Mobutu prononcé le 4 octobre 1913 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur la forme, c'est exactement le discours de Mobutu qui a été repris par Joseph Kabila, mot pour mot, pratiquement. Donc, mais dans le fond, il y a quelques changements parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Et puis, quand vous voyez le discours, les mots utilisés par Joseph Kabila, vous comprenez que c'est une perte de vitesse et puis une option pour faire du dilatoire, simplement. Parce que le discours tenu, quand on dit aujourd'hui qu'on doit faire, qu'on exige que la MONUSCO quitte le Congo, j'ai bien peur qu'on ne mesure pas la portée de ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le plus gros contingent des Nations Unies se trouve au Congo. Ouais. Et le Congo, depuis l'opération Congo, dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais connu la paix. Donc, dit aujourd'hui qu'il faut pousser, ou du moins faire partir la troupe, le contingent actuel au Congo. Enfin, il précise tout de même que c'est un début de départ. Je pense que même, mot pour mot, ce n'est même pas envisageable parce que jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a toujours des factions et des zones il y a quelques jours à Béni, des zones non encore maîtrisées par l'armée nationale, des zones sous contrôle comment on appelle, des factions rivales. Donc je pense que prononcer un tel discours, c'est ne pas mesurer la dangerosité de ce qui se passe dans son pays. Parce que le Congo n'est pas un pays stable. C'est un pays déchiré par la guerre, un pays rompu par la guerre, un pays qui n'a pas vraiment une cohésion nationale. Alors, pour abonder dans le même sens que Léon, est-ce qu'il ne faut pas prêter l'oreille attentive à ce que Kabila est en train de dire, Eloge? Prêter une oreille attentive à ce que Kabila est en train de dire, ça ne signifie pas qu'il faut soutenir à tout point de vue ce discours de Kabila. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un discours opportuniste. Voilà quelqu'un qui sait qu'il est en train de partir, il n'a plus d'autre marge de manœuvre. On a comme l'impression que c'est le discours d'un nostalgique, d'un opportuniste, de quelqu'un qui veut rallier d'autres à sa cause
ou bien qui veut faire soulever d'autres chefs d'État africains. Or, la réalité n'est pas là. Aujourd'hui, est-ce que la paix est réellement au Congo? Voyez-vous, je ne veux pas revenir sur ce que les confrères viennent de dire tout à l'heure. Kabila, voyez tout le temps qu'il a fait au pouvoir. Ce discours-là ne nous surprend pas. Ces propos, vous les entendez souvent de chefs d'État dictateurs, de chefs d'État qui ont fait un long règne. Souvent, ces propos viennent de ces chefs d'État-là. Je ne dis pas que tout est bon, n'est-ce pas, à l'ONU. Cette organisation a des limites également dans ses interventions. Mais aujourd'hui, nous devons accepter que, au nom du droit d'ingérence, c'est nécessaire que l'ONU intervienne dans certains pays africains. Vous voyez les conflits. Mais à côté du droit d'ingérence que vous évoquez, il y a le principe de non-ingérence. Le principe de non-ingérence. On peut retrouver dans la charte également. Mais là où il y a des conflits, ça c'est clair aujourd'hui, les conflits armés, les conflits sanglants dans certains pays africains, nous sommes d'accord que ces crises-là, ces États africains-là n'arrivent pas à les gérer. Non seulement ils n'ont pas les moyens de gérer, mais c'est ceux-là qui sont au pouvoir, les dirigeants, et qui ont acheté des armes avec les ressources du pays, c'est ceux-là qui braquent ces mêmes armes-là contre les citoyens. Parce qu'il y a une opposition forte, parce qu'il y a une opposition mobilisée qui est contre cette gouvernance-là. Ces armes-là sont braquées contre ces opposants-là et contre les populations. Il y a eu des tueries massives. Et vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que face à l'incapacité de ces États-là à gérer ces crises-là, et face, excusez-moi, parfois à l'inefficacité des organisations sous-régionales, la CEDEAO, l'Union africaine, à pouvoir gérer ces crises-là, pendant que nous constatons des milliers, des millions de morts, l'ONU a raison d'intervenir. Est-ce que Kabila peut-être n'a pas compris finalement que l'intervention de l'ONU c'est peut-être à l'intérêt de l'Occident? Oui, mais en fait, il y a une chose qu'il faudra qu'on reprécise. Kabila n'est pas à défendre. Ça, il faut qu'on le partir d'abord sur ce principe-là. Oui, d'abord sur ce principe-là. Kabila n'est pas à défendre. De toutes les façons, il n'est pas le seul. Permettez-moi de vous marcher sur la langue, mais il n'est pas le seul à s'être exprimé de cette façon-là. Avant lui, il y a eu le président en exercice de l'Union africaine, notamment Paul Kagame, qui a dit la même chose, même s'il a utilisé d'autres thèmes. Lui, il parle de l'Afrique aux Africains, et puis c'est comme un plaidoyer qu'il est en train de faire aussi. Donc Kabila n'est pas à excuser, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, il a sa part de responsabilité. D'ailleurs, le fait de n'a pas fait organiser les élections au terme de son mandat et d'avoir joué les prolongations jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que la communauté internationale lâche, comme il a dit, un gros chien qui se dit attention, il faut que je revoie mes stratégies. Il n'est pas à dédouaner. Cela dit, les armes dont vous parlez, je ne sais pas si au Congo il y a une usine de fabrication d'armes. Ce sont les puissances occidentales qui les fabriquent encore. Ils viennent de quelque part. Ouais. Les armes dont vous parlez viennent de quelque part. Donc, dans toute situation de crise, si aujourd'hui la crise au Congo perdure, je pense que tous les acteurs, toutes les parties prenantes ont une part de responsabilité, y compris les Nations Unies. Je me demandais comment est-ce qu'ils ont fait malgré leur présence, puisque l'ONU, dans ses missions, c'est aussi œuvrer pour la paix. Donc, c'est ce qui donne d'ailleurs ce droit d'ingérence de pouvoir intervenir dans des États lorsqu'il y a crise. Donc, on peut après souvent se demander, mais qu'est-ce qu'ils font alors? Et depuis ces nombreuses années-là, malgré leur présence au Congo, la situation congolaise est toujours comme ça. N'oublions pas, c'est vrai que c'est un peu panafricaniste ce que je vais dire, n'oublions pas que le Congo, c'est un scandale de richesse. Ouais. Et est-ce que une situation de paix, est-ce que le fait de bâtir un État fort, avec des institutions fortes au Congo, est-ce que ça arrange les acteurs eux-mêmes? C'est là la question. Les multinationales surtout, est-ce que c'est les arrange? C'est là la question. Et en quoi l'opposant Moïse Katumbi qui pense que peut-être c'est parce que Kabila veut organiser les élections à sa guise qu'il a tenu ce genre de discours? Non, qu'il tienne ce genre de discours ou pas, Kabila c'est un monstre froid, c'est qu'il le dise ou non, tout le monde sait. À partir du moment où il a désigné Emmanuel Ramazani et Chabani comme le candidat de son parti, son dauphin, et qui est le représentant de son parti, PPRD, c'est clair qu'ils vont essayer de frauder, qu'ils vont essayer de faire toutes sortes de choses, qu'ils vont essayer de toutes sortes de manœuvres pour installer Ramazani au pouvoir. Mais le problème du Congo démocratique aussi, c'est d'avoir d'abord un homme d'État fort qui puisse comprendre qu'il faut installer des institutions fortes, mais de deux, tant que le Congo démocratique ne serait pas en mesure de faire peur au Rwanda et à l'Ouganda, il y aura toujours de l'instabilité du côté de l'Est. Parce qu'en réalité,
les ressources dont vous parlez, ce n'est pas seulement les Occidentaux qui les exploitent, mais les Rwandais aussi en profitent largement. Et les Rwandais ne sont pas prêts à lâcher le morceau. Et il faut comprendre ça. Et le Kagame a toujours envie d'avoir sa même mise sur la région des Grands Lacs et n'avoir pas de concurrents directs. À partir de cet instant, tant que vous n'aurez pas un homme fort au Congo démocratique, vous serez toujours embêté du côté de l'Est avec le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est pour ça que je reviens sur le problème de l'ONU, du continent de l'ONU. Comme vous le dites, l'ONU n'est pas irréprochable. L'ONU n'est pas irréprochable, pas du tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui amène l'ONU à venir? L'ONU est au Bénin, l'ONU n'est pas au Bénin. Je ne dis pas que les dirigeants béninois sont plus responsables, mais l'ONU n'est pas au Bénin. Il y a plein de pays en Afrique où l'ONU n'est pas. Pourquoi l'ONU est là-bas? C'est leur responsabilité. Mais il a fait 17 ans au pouvoir. L'ONU est là depuis 20 ans. Lui, il a fait 17 ans au pouvoir. Et c'est quand il a fini de faire 17 ans maintenant qu'il réclame que l'ONU passe. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que lui, il a pu faire pour sécuriser son État, pour former son armée, pour que aujourd'hui l'ONU soit encore là à avoir un rôle à jouer? Peut-être après 17 ans qu'il a eu à former sa base pour pouvoir éloigner l'insécurité. Il n'a pas pu faire grand-chose. Sur le pseudo-militaire qu'il est, je ne pense pas quand même qu'il a pu fonder une armée aujourd'hui qui puisse sécuriser le Congo démocratique. Et c'est ça le réel problème. C'est l'irresponsabilité de nous les Africains qui nous amène là. Et ça, on ne peut pas nous dédouaner, même si l'ONU est à la solde des gros contributeurs, même si l'ONU est l'instrument de la communauté, ce qu'on appelle la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a des pays qui ne peuvent pas faire sans l'ONU aujourd'hui. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense que c'est osé pour le Congo démocratique d'envisager un départ de l'ONU, si tant est qu'ils tiennent à la sécurisation de leur pays, si tant est qu'ils comptent garder leur pays comme temps. Parce que si l'ONU part, on crée une balkanisation du Congo démocratique. Et ce qui s'est passé en Somalie, ou ce qui se passe en Somalie aujourd'hui, on n'est pas loin de là si éventuellement l'ONU part. L'ONU part plutôt. L'ONU est un mal nécessaire alors. Absolument. Et je vais rester sur la même lancée en disant que ce serait une bouffée d'oxygène pour l'ONU que son contingent quitte le Congo, parce que c'est plusieurs millions de dollars par mois. Qui sont engloutis. Donc, là. Je pense que Kabila n'a rien dit. L'ONU même était pressée de rapatrier sa troupe. Donc, moi, je pense que la situation actuelle, telle que ça se présente, il serait une erreur, vraiment, que le contingent, la MONUSCO quitte le Congo. Parce que jusqu'à ce jour, l'armée congolaise ne maîtrise pas les 2 tiers, ne maîtrise même pas les 2 tiers du Congo. Et ne sait pas quelle est l'armée que Kabila ou le successeur de Kabila va déployer pour contrôler tout le pays et pour faire régner l'ordre. Donc, ce discours, c'est un discours, comment je veux dire, fallacieux. Ça n'a aucune base juridique et aucune base, aucune base légale. Donc, je pense qu'il faut envisager les choses autrement. Comme il a dit, les pays qui sont des sous-marins et qui tirent les ficelles dans l'ombre, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda et autres qui sont là et qui tirent les ficelles parce que les richesses sont là. Il faut exploiter absolument les richesses du Congo. Donc on tient des discours, mais dans l'ombre, on fait autre chose. Donc je pense qu'il va falloir redéfinir la géopolitique dans la région pour permettre à chaque acteur ou chaque responsable politique de savoir où il peut aller, où il ne doit pas aller. L'ONU doit travailler dans ce sens. D'accord. Oui, mais en fait, il faudra peut-être que dans les perspectives, en fait, il faudra si depuis 20 ans, la crise perdue avec des rebondissements et tout le reste, c'est qu'il faudra peut-être œuvrer à l'avènement d'un homme démocratique, d'un vrai leader démocratique qui va travailler à asseoir des institutions fortes. Parce que c'est aussi ça, là je partage l'avis de mes 2 confrères, c'est-à-dire, c'est vrai que Kabila réclame le départ de l'ONU, mais l'ONU, entre la présence de l'ONU et le départ de l'ONU à l'étape actuelle, dans le contexte actuel du Congo, lequel avantagerait plus le Congo? Donc ça, il faut prendre ça avec beaucoup de délicatesse. Mais au-delà de tout ça, ce que je voudrais dire, pour moi, le discours de Kabila, c'est vrai, on peut tout reprocher à Kabila, et comme vous l'avez rappelé, il n'est pas le seul chef d'État à avoir tenu ce discours. Ce discours des chefs d'État africains pose un problème de fond, le problème de la réforme des Nations Unies. Pour moi, ça pose ce problème de fond-là. C'est vrai. Le problème de la réforme des Nations Unies. Le fait qu'aujourd'hui, on n'ait aucun État africain qui soit au Conseil de sécurité. C'est un problème de fond. Donc, on peut même laisser tomber le côté Kabila et autres de tous les discours, mais voir le problème de fond que ça pose. Et je me dis, même si demain on arrivait à trouver une solution au problème du Congo, tant qu'on n'aura pas réformé les Nations Unies,
à l'avenir, quand il aura une crise, ça va continuer. Et qu'est-ce qui va réformer les Nations Unies? Sur la question, l'instabilité du Congo ne date pas d'il y a 20 ans, c'est depuis... Bien sûr, c'est depuis toujours. C'est vrai qu'il y a 20 ans qu'on a connu une nouvelle forme d'instabilité, mais c'est depuis 60 que la chose... ça dure. Je voudrais dire, je soutiens